L'un des deux sujets Patreon sélectionnés pour ce mois-ci est la question de la survie pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement, comment fait-on exactement pour s'en sortir lorsqu'un navire a coulé? Comment survit-on après avoir été plutôt sans ménagement jeté à la mer? Nous allons donc jeter un rapide coup d'œil à cela. Il y a deux façons de se retrouver à la mer lorsque votre navire est coulé pendant l'une ou l'autre des guerres mondiales. L'une serait complètement involontaire et l'autre serait semi-volontaire. Évidemment, on ne se porterait pas volontaire pour aller dans l'eau, sauf peut-être pour secourir un homme à la mer, mais dans ce cas, on espérerait que le reste de l'équipage vous aide à remonter à bord. Donc la plupart de ces conseils ne s'appliqueraient probablement pas. Maintenant, en ce qui concerne la situation complètement involontaire, cela consisterait en quelque chose du genre « il y a eu une énorme explosion et vous vous réveillez dans l'eau » ou bien « tout est en feu, vous ne voulez pas mourir brûlé, donc la mer semble soudainement très accueillante et vous décidez de sauter » ou quelque chose de ce genre, c'est-à-dire vous avez en quelque sorte été forcé de quitter le navire d'une manière ou d'une autre, sans avoir pu vous y préparer. À ce moment, vous êtes déjà dans la mer. Nous verrons plus tard comment survivre une fois dans la mer. Mais d'abord, regardons la nature semi-volontaire des choses, donc disons que votre navire est torpillé ou perdu à cause d'un incendie, de tir ou autre, mais en gros, l'ordre a été donné d'abandonner le navire, ou alors le navire coule, et il est évident que vous devez l'abandonner. Mais dans les deux cas, vous avez quelques instants pour vous préparer. Alors, quelle est la première chose que vous devez faire? Gardez à l'esprit que, pour les marins, les conditions étaient similaires pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. On espère que vous savez nager. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, même jusqu'à et après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de marins ne savaient pas nager, donc avoir cette compétence serait un avantage. Il se peut que vous n'ayez pas cette compétence disponible. Et bon, je sais qu'on dit qu'il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour apprendre, mais vous n'allez probablement pas acquérir beaucoup d'astuces pour nager au milieu de l'océan froid et sombre, mais heureusement, vous devriez avoir un gilet de sauvetage sur vous ou à proximité. Donc c'est l'une des deux choses que vous devrez faire. Étant donné que vous êtes en pleine guerre mondiale, vous étiez probablement à votre poste de combat et donc vous aurez sans doute déjà votre gilet de sauvetage, votre bouée de sauvetage, votre veste de sauvetage, peu importe comment vous l'appelez, sur vous. Si ce n'est pas le cas, alors la première chose à faire est de vérifier quels vêtements vous portez et cela pour une très bonne raison. Plus vous portez de vêtements, plus vous allez couler rapidement, parce que si vous portez, disons, un long manteau lourd, cela peut être absolument merveilleux pour vous protéger du vent, de la pluie et du froid lorsque vous êtes sur le pont, et oui, dans une certaine mesure, cela vous isolera un peu lorsque vous serez dans l'eau, mais il va aussi très rapidement s'imbiber d'eau, et une fois gorgé d'eau, cela deviendra un poids assez lourd qui vous entraînera vers le fond. Donc, il faut se débarrasser de tout vêtement lourd qui pourrait potentiellement devenir un sérieux handicap pour vous. Cependant, de façon assez étrange, vous ne voulez pas non plus vous retrouver complètement en chemise et pantalon légers parce que, eh bien, il y a de fortes chances que vous sautiez dans quelque chose de très froid, et nous parlerons des températures de l'eau un peu plus tard. Néanmoins, vous ne voulez pas être simplement en chemise ou autre, car alors, très rapidement, évidemment, l'équilibre subtil de combien devrais-je porter pour mon bain forcé dans l'océan aujourd'hui n'est probablement pas quelque chose sur lequel vous allez vous concentrer pendant cette période. Donc, disons simplement que vous devez vous débarrasser de l'équipement le plus lourd parfait. Maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez votre gilet de sauvetage et dirigez-vous vers la partie appropriée du navire d'où vous pourrez sortir. Maintenant, vous devez entrer dans l'eau. Cela en soi peut représenter un certain danger, à moins, bien sûr, que vous n'ayez déjà été projeté dans l'eau ou que vous ayez été obligé de faire un petit saut en courant. Entrer dans l'eau est difficile pour plusieurs raisons.
Premièrement, les navires s'élargissent en fait un peu sous l'eau, surtout certains anciens navires qui ont des bulbes anti-torpilles et autres. Et aussi, pour être honnête, si votre navire est en train de couler, il n'est pas forcément à un angle normal, une quille normale. Donc, si votre navire penche d'un côté et que vous êtes du côté qui se rapproche de l'océan, eh bien cela rend les choses un peu plus simples parce que vous serez probablement suspendu au-dessus de l'eau profonde, alors que si le navire penche dans l'autre sens et que vous regardez une pente, ce n'est vraiment pas le meilleur moment pour sauter, car c'est là que vous découvrez que sauter dans peut-être 60 à 80 cm d'eau puis heurter la coque en acier de votre navire risque fort de vous être fatal. À ce stade, donc, si le navire penche ou s'il coule par la proue ou la poupe, vous devez identifier la zone où il penche ou coule vers la mer et, si possible, vous en éloigner relativement rapidement, sauf s'il y a des exceptions à tout cela. Sauf si le navire chavire très vite, tout ce qui est au-dessus de vous risque alors de vous tomber dessus. Donc, si ce n'est pas une option, parce que vous êtes du mauvais côté du navire, ce qui sera probablement plus important pour être honnête, ou si le navire chavire assez rapidement, vous voulez être du côté qui est plus orienté vers le haut, car ici vous pouvez glisser, vous faufiler ou vous abaisser jusqu'à la ligne de flottaison si possible, et entrer dans la mer de cette manière, même s'il y a encore des réserves à cela, car la peinture anti-salissure du navire ou non a peut-être attiré des formes de vie marine assez intéressantes en cours de route. Des bernacles et autres, ou si votre navire coule, il y a sans doute des trous d'obus, de torpilles ou de bombes sur le flanc du navire. Et cela signifie beaucoup de morceaux de métal déchiquetés, et peut-être même de grands trous dans lesquels vous pourriez tomber et vous retrouver à l'intérieur du navire, qui coule, ce qui n'est pas bon pour votre survie à long terme. Vous pouvez voir, nous venons de mettre nos gilets de sauvetage et d'essayer de quitter le navire, mais il y a déjà tant de façons risquées de le faire, ce qui montre pourquoi il ne faut surtout pas se retrouver sur un navire en train de couler. Supposons que vous ayez soit fait un court saut, glissade, ou si votre navire coule proprement par la proue ou la poupe. Peut-être êtes-vous simplement tombé du navire, continuons donc. Certains vont demander « Pourquoi ne pas être monté dans un canot de sauvetage ?» Il y a deux très bonnes raisons. Premièrement, les canots eux-mêmes n'ont probablement pas survécu à ce qui a causé le naufrage de votre navire. Si vous avez été bombardé par l'ennemi, il y a de fortes chances que vos fragiles canots en bois soient probablement réduits en éclats et en feu. Et si vous avez été bombardé par l'ennemi, c'est probablement la même chose. Et si votre navire penche ou coule à un angle étrange, il peut aussi être très difficile de mettre les canots à l'eau. Si vous avez vraiment de la chance, un canot a peut-être réussi à quitter le navire, mais je n'y compterai pas forcément. Il existe aussi d'autres types de dispositifs de flottaison qui ressemblent vaguement à des bateaux, et nous en parlerons un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous allons partir du principe que ces choses ne seront pas disponibles pour vous, du moins jusqu'à ce que vous soyez loin du navire. Donc, vous êtes tombé à l'eau et, espérons-le, vous avez évité de heurter des choses en descendant, y compris des parties du navire, des débris du navire ou vos compagnons de bord, qui sont tous des dangers que vous ne voulez vraiment pas rencontrer. Vous êtes désormais dans la situation de quelqu'un qui a dû sauter à l'eau ou a été projeté par-dessus bord. Nos récits sont désormais alignés. Super, quelle est la prochaine étape? Maintenant, vous voulez vous éloigner du navire aussi vite que possible. Et pour cela, vous avez encore plus de dangers à éviter, n'est-ce pas amusant? Ainsi que vos camarades de bord et des débris aléatoires que vous allez devoir éviter. Il peut encore y avoir des explosions et ce genre de choses, mais il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour les éviter lorsque vous êtes dans l'eau. La prochaine chose que vous devrez éviter en tant que danger majeur, ce sont les zones de mer en feu.
N'est-ce pas tellement amusant? La raison pour laquelle la mer est en feu, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est que les navires touchés commencent à fuir du carburant. C'est un danger plus important pendant la Seconde Guerre mondiale, quand pratiquement tous les navires utilisent du pétrole, contrairement à la Première Guerre mondiale où seuls quelques-uns en utilisaient. Donc pendant la Première Guerre mondiale, vous pourriez simplement devoir éviter des plaques de charbon flottant parce que essayer de nager à travers du charbon, ce n'est pas une bonne idée, ça fait très mal. De plus, il faut aussi essayer d'éviter les nappes de pétrole non brûlées, car nager à travers une nappe de pétrole non brûlée vous rendra très inflammable, ce qui signifie que si vous tombez sur une autre nappe de pétrole en feu, vous êtes en difficulté. De plus, les humains ne sont pas connus pour leur capacité à respirer dans le pétrole. Le pétrole est légèrement moins dense que l'eau, donc vous aurez plus de mal à flotter dedans, et en plus il a tendance à coller à tout. Donc évitez à tout prix le pétrole non brûlé si possible. L'huile en feu est à éviter absolument, et si vous êtes couvert de pétrole non brûlé, il faut encore plus éviter l'huile en feu. Ce sont toutes des choses que vous pourriez croiser près du navire. Maintenant, pourquoi? Nous disons de vous éloigner du navire aussi vite que possible. Il y a une raison principale à cela, et une autre moins importante. La moins importante, c'est que vous étiez récemment à bord, probablement d'un navire de guerre, et si vous étiez à bord d'un navire de guerre, il y a toutes les chances qu'au moment où il coule, les soutes à munitions explosent ou que l'eau pénètre dans la salle des machines et que les chaudières explosent, ce qui pourrait aussi déclencher les soutes à munitions. Et si vous êtes sur un navire marchand, il pourrait quand même y avoir une explosion de chaudière d'une sorte ou d'une autre. Aucune de ces choses n'est très bénéfique pour votre santé si vous êtes à proximité, donc il est conseillé de s'éloigner du navire aussi vite que possible. Maintenant, quelle est la raison principale? La raison principale peut se résumer en un mot, l'aspiration. Vous voyez, un navire déplace beaucoup d'eau. Dans le cas d'un cuirassé, cela peut aller de 20 000 jusqu'à, pour quelques marins japonais malchanceux, 70 000 tonnes, mais disons que nous parlons d'un cuirassé de type traité, donc quelque part entre 30 et 40 000 tonnes de déplacement. Cette chose est en train de couler, et quand elle coule, elle déplace toute cette eau. Alors une masse d'eau similaire, qui se trouvait auparavant sur les côtés du navire, doit maintenant s'engouffrer dans le vide laissé par le navire. Cela va ramener beaucoup de choses vers l'endroit où se trouvait le navire. Vous pourriez penser que ce n'est pas grave. Pourtant, souvenez-vous que le navire descend et laisse un vide derrière lui, au-dessus de lui-même, dans l'eau, et l'eau va s'écouler vers le bas pour occuper cet espace. Et lorsque l'eau s'écoule vers le bas, tout ce qui se trouve dans l'eau à ce moment-là, dans cette zone, va descendre avec elle. Et bien sûr, puisque l'eau descendante a créé un autre vide à la surface, plus d'eau provenant de chaque côté de l'emplacement précédent du navire va affluer pour prendre sa place. Donc vous allez vous retrouver sous l'eau avec beaucoup plus d'eau arrivant au-dessus de vous. Ce n'est pas une bonne chose, car le navire va toucher le fond. Donc, si vous êtes pris dans cette colonne d'eau descendante au-dessus du navire, vous allez également toucher le fond car la succion créée par un grand navire qui coule est bien plus forte que la flottabilité d'un humain moyen. Gilet de sauvetage ou pas. La seule bonne nouvelle, c'est qu'à mesure que le navire continue de descendre, il y a évidemment un volume d'eau beaucoup plus important au-dessus de lui qui peut contribuer à la colonne d'eau descendante. Cela signifie que si vous êtes aspiré vers le navire lorsqu'il coule, mais que vous n'êtes pas entraîné vers le fond dans les premières, disons, 12 secondes après que le navire a disparu sous les vagues, il y a de fortes chances que la succion présente à la surface se dissipe relativement rapidement et que vous vous en sortiez. Je sais qu'il y a eu quelques tests réalisés avec de petits bateaux pour essayer de reproduire cet effet et ils ont conclu que ce n'était pas réel. Malheureusement, il y a un problème majeur avec ces tests et c'est tout simplement l'échelle, parce que si un bateau qui pèse quelques tonnes coule artificiellement, délibérément ou accidentellement, eh bien la quantité d'eau qui doit s'engouffrer à l'intérieur est de quelques tonnes et répartie sur la surface du navire qui vient de disparaître, l'effet de succion n'est pas si important. L'effet de succion est amplifié
Plus le navire coule rapidement et plus il est grand, et étant donné qu'il s'agit d'un navire de guerre qui a probablement reçu de nombreux trous dans sa coque, il va probablement couler très vite et il y a énormément de masse comme nous venons de le dire, donc la succion est définitivement un phénomène réel. Beaucoup trop de survivants de naufrages de navires de guerre et de pertes de grands navires civils en témoignent, surtout si l'on considère que vous pourriez être sur un navire marchand qui a été torpillé. Il faut donc s'éloigner du navire aussi vite que possible. L'autre facteur qui contribue à tout ce phénomène est l'aération ou la formation de mousse. En effet, le navire contenait de l'air et, dans une certaine mesure, en contient encore. Il peut y avoir d'importantes libérations d'air lorsque des compartiments explosent ou des libérations plus progressives lorsque l'air s'échappe par les hublots et les portes. Cela va créer dans certaines zones une sorte d'effet de mousse, un peu comme un bain moussant, sauf que c'est nettement moins agréable. Évidemment, dans cette mousse, il y a beaucoup moins d'eau et beaucoup plus d'air. Les humains ne flottent pas dans l'air étonnamment. Et donc, si vous vous retrouvez pris dans l'une de ces zones d'eau aérée ou de mousse, vous n'êtes pas tant aspiré vers le bas que vous tombez simplement à travers une colonne composée principalement d'air, mais malheureusement une colonne d'air qui se termine plusieurs dizaines ou centaines de mètres sous l'eau, ce qui, encore une fois, n'est pas bon pour votre santé. Dans tous les cas, l'effet net reste similaire. Que faire si vous êtes entraîné au fond avec le navire? À ce moment-là, en gros, votre meilleur espoir est de prier la divinité en laquelle vous croyez pour qu'elle soit particulièrement miséricordieuse ce jour-là. Parce que vous n'avez que quelques secondes, tout au plus, une douzaine de secondes environ avant d'être irrémédiablement mort. Et cela parce que, pendant ce laps de temps, le navire aura probablement coulé bien en dessous de la profondeur sûre pour la plongée humaine. À ce moment-là, la pression vous fera littéralement éclater. Enfin, vos poumons s'effondreront sous la pression et vous vous noierez horriblement, même si ce sera sans doute assez rapide. Ce sujet est vraiment lugubre. Mais bref, si jamais vous bénéficiez du sourire d'une divinité bienveillante ou d'une chance insolente au point de devoir immédiatement remplir un ticket de loterie en rentrant à terre, il se peut que vous soyez pris dans plusieurs situations. Vous pourriez être près du bord de la zone d'aspiration, auquel cas vous pourriez être malmené, ou en donnant des coups de pied au hasard, car il y a de fortes chances que vous ne compreniez absolument pas ce qui se passe. Vous pourriez sortir de la colonne d'eau principale et votre flottabilité, aidée par votre gilet, pourrait vous ramener à la surface ou, comme pour certains survivants du His Majesty's Ship Hood, une partie du navire pourrait exploser en coulant. Les explosions à la surface, comme celle des soutes, sont déjà dangereuses. Si la soute explose pendant votre descente dans la colonne d'aspiration, c'est très mauvais pour votre survie, mais au moins ce sera rapide. Cependant, si c'est quelque chose comme une chaudière ou un compartiment qui s'effondre, en gros quelque chose qui libère une bulle d'air, alors vous pourriez avoir de la chance car la bulle d'air qui remonte est suffisamment flottante pour vaincre la colonne d'aspiration d'eau, poussera une petite quantité d'eau au-dessus d'elle en remontant, de la même manière que le navire entraîne une masse d'eau vers le bas avec lui, et cet élan vers le haut pourrait alors vous pousser soit vers le haut, soit vers l'extérieur de la colonne principale d'aspiration. Et ensuite, vous remonterez à la surface. Être emporté vers le haut par la bulle d'air n'est pas vraiment quelque chose qui va arriver, à moins qu'elle ne soit vraiment énorme, mais pour être tout à fait honnête, elle va probablement remonter beaucoup trop vite pour que votre corps puisse suivre. Mais vous pourriez être entraîné dans le mouvement général, c'est-à-dire que sa propre petite colonne ascendante pourrait vous emporter avec elle, et comme c'est ce qui est arrivé à un certain nombre de survivants, eh bien, il n'y en avait que 3, mais au moins 2, voire tous, à bord du His Majesty's Ship Hood et sur un certain nombre d'autres navires, cet effet a également été observé. Donc, si vous n'avez pas de chance et que vous êtes aspiré vers le fond sans réussir à mourir, c'est probablement le principal moyen par lequel vous allez remonter à la surface. Super, nous sommes de retour à la surface, toujours en train d'essayer d'éviter le mazout, les flammes et ce genre de choses. Une fois que le navire a coulé, il peut aussi y avoir des morceaux et des débris qui se détachent et remontent à la surface. C'est encore une autre raison pour laquelle vous voulez vous éloigner du navire aussi vite que possible, car
Mais la force avec laquelle certains de ces objets vont remonter à la surface peut ne pas sembler énorme, car ils sont retenus par l'eau, mais rappelez-vous que l'eau est 1000 fois plus dense que l'air. L'énergie réelle avec laquelle ils remontent va être assez importante. Donc, à moins que vous n'aimiez particulièrement vous faire briser les jambes par en dessous, éloignez-vous aussi vite que possible. Donc, soit nous avons évité d'être aspirés vers le fond, soit nous avons réussi à nous en échapper par miracle. Et nous avons réussi à ne pas nous faire brûler dans des nappes de pétrole en feu, et nous sommes maintenant suffisamment éloignés de l'épave du navire. Quel danger devons-nous affronter maintenant? Eh bien, en supposant que vos anciens ennemis ne vous tirent pas dessus, ce qui pourrait arriver, mais il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet. Mais supposons qu'ils fassent preuve d'un certain humanitarisme et vous laissent tranquille. Les principaux dangers auxquels vous serez confrontés seront la météo, la température, vos compagnons de bord et votre gilet de sauvetage. Dans cet ordre? Les deux derniers peuvent surprendre, nous y reviendrons bientôt. La météo va être un problème majeur pour vous, selon sa gravité. Des mers montagneuses, des mers très agitées, des pluies battantes, par exemple, tout cela est mauvais, car évidemment cela va vous secouer dans tous les sens et vous épuiser. Les vagues peuvent déferler sur votre tête et vous forcer sous l'eau, car les courants des vagues sont aussi très puissants. Idéalement, ce n'est pas une situation dans laquelle vous voulez vous retrouver, mais si c'est le cas, vous devez essayer de l'affronter comme si vous étiez votre propre petit navire, c'est-à-dire déterminer d'où viennent les vagues et vous tourner dans cette direction. Contrairement à un navire, vous n'avez pas une belle proue fine ni un rapport longueur-largeur très élevé pour faciliter le passage dans les vagues, mais si vous flottez au moins de cette façon, vous pouvez les voir arriver, et si vous pouvez les voir arriver, cela signifie que si une vague semble monter trop vite pour votre flottabilité ou risque de déferler sur vous, vous pouvez retenir votre souffle et vous préparer à la traverser, au lieu d'être littéralement pris par surprise par la météo. La température est liée à la météo, et la température de la mer sera probablement votre ennemi numéro 1, à moins qu'il n'y ait des avions ou des navires de secours à proximité immédiate. Et c'est parce que l'eau froide puise l'énergie sous forme de chaleur du corps humain de façon remarquablement rapide. Et essayer de nager, de pagayer, etc. pour créer de la chaleur ne sera utile que dans une certaine mesure, car l'eau vous prendra la chaleur bien plus vite que vous ne pouvez en générer. Donc, au mieux, vous ne ferez que ralentir la vitesse à laquelle vous allez mourir de froid, mais vous n'allez pas l'arrêter. Et peut-être plus important encore, vous allez aussi vous fatiguer davantage, ce qui pourrait compromettre votre capacité à survivre par la suite. Donc oui, ne pagayez pas et ne vous agitez pas uniquement dans le but de vous réchauffer, car vous allez simplement gaspiller de l'énergie et mourir plus vite, même si un peu de mouvement peut être utile. Le compte à rebours a commencé. Et cela est à bien des égards dicté par la froideur de l'eau. Si vous vous trouvez par exemple dans l'océan Arctique et faites partie des rares à avoir quitté le Kaiserliche Marineschiff Scharnhorst, navire allemand de la Seconde Guerre mondiale, ou le Seiner Majestätsschiff Scharnhorst qui a coulé près des îles Falkland, la situation est similaire, l'eau y est glaciale. Malheureusement, votre temps de survie se mesure en minutes. Vous devez sortir de l'eau très rapidement, que ce soit sur un radeau ou d'une manière ou d'une autre à bord d'un canot de sauvetage, ou si vous êtes récupéré par un autre navire, mais il faut sortir de cette eau vite, sinon vous allez simplement mourir de froid. Si vous êtes dans l'Atlantique, cela dépend de votre condition au moment où vous êtes entré dans l'eau, et cela peut dépendre de beaucoup de choses. Si vous êtes très légèrement vêtu, c'est pour cela que nous avons dit de se débarrasser de presque tout, car vous perdrez de la chaleur plus vite. Cela dépend aussi de l'énergie que vous aviez avant d'entrer dans l'eau. Aviez-vous bien mangé ou étiez-vous affamé? Parce que cela va influencer la réserve d'énergie facilement accessible que votre corps possède. Même des choses aussi simples que vous avez quelques kilos en trop, car si vous êtes vraiment maigre, premièrement, votre corps n'a pas beaucoup de réserve d'énergie, et deuxièmement, votre rapport surface-volume est
assez défavorable pour ce genre de situation, alors que si vous êtes un peu enrobé, vous survivrez en fait un peu plus longtemps, d'une part parce que votre corps est mieux isolé, et d'autre part parce que vous avez un peu plus de réserve d'énergie dont votre corps peut se nourrir. Donc, une fois que vous arrivez dans les eaux toujours très froides mais légèrement plus chaudes de la mer en général, comme l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, la mer du Nord, aucune de ces mers ne semble vraiment attirante, mais elles sont meilleures que l'océan Arctique, disons-le comme ça. Vous avez alors entre peut-être 15 minutes et une demi-heure, voire possiblement plusieurs jours, selon, comme je l'ai dit, votre condition physique, la météo et, dans une certaine mesure, la chance génétique. Il existe des récits qui disent que lorsque Bismarck a coulé dans les eaux légèrement plus chaudes de la partie sud de l'Atlantique Nord, certains hommes, soit à cause de blessures, soit à cause d'une fatigue préalable, ou pour toute autre raison, n'ont survécu que 15 à 20 minutes dans l'eau. Et les survivants disparaissaient progressivement au fil du temps. Et certains d'entre eux, croyez-le ou non, pouvaient survivre plusieurs jours dans l'eau. Donc, dans ce genre d'environnement, c'est un peu une question de chance, pour être honnête, avec quelques facteurs contrôlables, comme nous l'avons vu plus tôt. C'est d'ailleurs l'une des raisons, puisque nous parlons des survivants du Bismarck, pour lesquels il ne faut pas dépenser une quantité énorme d'énergie au-delà de ce qui est nécessaire pour s'éloigner du navire, car malheureusement, si un navire de sauvetage arrive, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas envoyer des gens à l'eau pour vous secourir. Ils vont descendre des cordes et des filets, et peut-être mettre à l'eau quelques canaux. Mais le fait de sortir de l'eau et de monter sur quelque chose de sec dépendra en grande partie de votre force. Parfois, surtout si c'est un navire allié qui vous récupère, ils pourront envoyer une ou deux personnes à l'eau. Mais cela était généralement déconseillé parce que, eh bien, nous venons de passer les 25 dernières minutes à expliquer à quel point il est horrible d'être dans la mer. Et la plupart des capitaines n'ont pas particulièrement envie de sacrifier leur propre équipage en les mettant exactement dans la même situation, risquant ainsi de les perdre eux aussi en plus de vous. Et bien sûr, si vous avez gaspillé beaucoup d'énergie inutilement à vous débattre, vous pourriez vous retrouver dans la même situation que malheureusement un certain nombre de survivants du Bismarck, survivre assez longtemps pour atteindre un navire de sauvetage, puis découvrir que vous n'avez tout simplement plus la force de grimper à l'échelle ou de vous accrocher à une corde. Donc oui, essayez d'éviter ce sort funeste. Maintenant, vous pourriez vous dire d'accord. Alors, dans ce scénario, le meilleur endroit pour être coulé serait dans le milieu du Pacifique, près de l'équateur, là où il fait beau et chaud, idéalement même dans des eaux peu profondes, où l'eau est encore plus chaude que dans l'océan profond. Et oui, dans une certaine mesure, être coulé dans des eaux plus chaudes vous avantage en termes de survie par rapport à la température. Parce que si la température. Si la différence de température entre l'eau et la température interne de votre corps est moindre, alors le transfert de chaleur hors de votre corps sera plus lent, donc vous survivrez plus longtemps. Cependant, cela comporte deux mises en garde. Premièrement, il n'existe aucun océan au monde dont la température s'approche de celle du corps humain, ce qui signifie que vous finirez de toute façon par mourir d'hypothermie, mais vous ne vous en rendrez pas autant compte dans des eaux plus chaudes et dans un autre naufrage célèbre, celui de l'United States Ship Indianapolis, c'est malheureusement ce qui est arrivé à un certain nombre de membres d'équipage. Ils perdaient lentement leur température corporelle, commençaient à présenter des symptômes d'hypothermie et finissaient par sombrer, même s'ils étaient en plein soleil et, relativement parlant, dans des eaux plus chaudes. Donc disons que le temps vous est compté où que vous soyez. L'autre problème avec le fait d'être dans des eaux plus chaudes, encore une fois en référence à l'United States Ship Indianapolis, les eaux plus chaudes ont tendance à abriter la plus grande part des grands prédateurs pélagiques, à savoir les requins. Donc, dans les eaux chaudes, vous avez un peu plus de temps à vivre grâce à votre température corporelle, mais il se peut que vous ayez beaucoup moins de temps à vivre si un requin décide que vous feriez un bon repas. Et vous feriez mieux d'espérer que vous n'avez pas été blessé lors des incidents précédents, parce que, oui, l'expression « du sang dans l'eau » prend tout son sens quand il s'agit des requins. Maintenant, troisième sur notre liste de dangers.
c'étaient vos propres compagnons de bord. Maintenant, vous pourriez penser, attendez une minute, ils s'uniraient sûrement tous pour essayer de survivre ensemble? Oui, tant qu'ils sont encore dans leur bon état d'esprit. Cependant, comme toute personne ayant suivi un cours de sauvetage ou toute personne ayant servi dans la marine ou sur un navire marchand et à qui on a inculqué les exercices de survie en mer le saura, les personnes qui sont en train de se noyer ou qui pensent qu'elles vont se noyer paniquent, et lorsqu'elles paniquent, elles feront absolument tout ce qu'elles pensent pouvoir faire pour éviter de se noyer, et si cela signifie s'agripper à quelqu'un et s'appuyer sur lui pour garder leur propre tête hors de l'eau, c'est ce qu'elles feront, parce qu'elles sont en panique totale et n'ont aucune idée réelle de ce qu'elles font, mis à part l'instinct fondamental de survie. Et cela qu'elles ont été confirmées même dans des situations relativement banales comme les piscines, où, une fois la panique installée, même un petit enfant dans sa panique a déjà accidentellement noyé un adulte qui essayait de le sauver. Donc oui, si vous voyez un membre d'équipage en train de se noyer, aussi dur que cela puisse paraître, il est probablement préférable pour votre propre survie de le laisser comme il est et de ne pas trop s'approcher. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on peut ordonner aux gens de faire, et il y a une petite chance que vous puissiez les aider, mais cela dépendra vraiment de chaque situation lorsque vous vous retrouverez dans ce genre de cas, et espérons tous que cela ne vous arrivera jamais. Mais en mettant de côté cette note un peu sombre, si vous ne tombez pas sur des membres d'équipage en train de se noyer, alors vos camarades de bord pourraient bien vous être utiles, car, en plus de tout, si vous vous regroupez, il y a une certaine chaleur corporelle partagée, même si vous êtes encore dans l'eau. Et bien sûr, un groupe de personnes peut essayer de réfléchir à différentes stratégies ou astuces de survie qu'un individu seul aurait pu oublier. De plus, vous êtes aussi plus facile à repérer en groupe, que ce soit depuis un navire ou un avion. Donc si vous trouvez un groupe de camarades relativement calmes, rejoignez-les. Et si vous ne pouvez pas, eh bien votre situation ne peut pas vraiment empirer, sauf pour notre quatrième facteur, votre gilet de sauvetage ou brassière de sauvetage. Maintenant, vous pourriez vous dire, attends une minute, comment cet objet pourrait-il être un danger pour moi? C'est dans le nom, c'est un gilet de sauvetage, non? Eh bien oui, mais en fait non, comme diraient nos pirates en pâte à modeler préférés. Un biscuit pour cette référence. La raison pour laquelle, si vous êtes pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, votre gilet de sauvetage pourrait ne pas rester votre ami très longtemps, c'est à cause de ce dont il est fait. À l'époque de la Première Guerre mondiale, beaucoup de gilets de sauvetage étaient faits de toiles résistantes à l'eau, mais pas imperméables, ou d'un matériau similaire avec de gros blocs de liège à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour cela que vous voyez ce type particulier de gilet de sauvetage sur le Titanic sur les photos et dans les films. Le liège, bien sûr, est flottant et vous maintient à la surface. Et pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que durant l'entre-deux-guerres, ces gilets en liège, qui étaient un peu inconfortables à porter parce que le liège est relativement rigide, ont été remplacés par un type similaire de gilet de sauvetage, mais rempli d'un matériau végétal naturel appelé kapok, qui est également résistant à l'eau et flottant, mais un peu plus souple. Le problème avec ceux-ci, cependant, c'est qu'avec le temps, ils finissent par absorber l'eau. Ils ne sont pas étanches, ils sont seulement résistants à l'eau, en supposant que vous surviviez assez longtemps sans être affecté par la météo ou les requins. Ils vont peu à peu s'imbiber d'eau et perdre leur flottabilité. Ils vont évidemment perdre progressivement leur flottabilité en permanence, mais à un moment donné, ils vont devenir neutres en flottabilité, et donc ils ne vous seront d'aucune aide, et peu de temps après, ils vont devenir négativement flottants, et donc un véritable obstacle, ce qui signifie que vous devrez vous en débarrasser. Cela peut avoir un certain nombre d'impacts très négatifs sur vous. Évidemment, si vous le gardez, il devient négativement flottant, il finira par vous entraîner vers le bas, mais si vous vous en débarrassez,
Surtout les gilets de sauvetage en capoc étaient en fait relativement isolants, et cela pourrait bien être la seule chose qui maintient votre température corporelle, ce qui pose un certain problème. Cependant, plus il s'imbibe d'eau, plus rester à flot dépend de vous, ce qui vous fait dépenser davantage d'énergie alors que vos réserves sont limitées. Si vous êtes dans l'eau avec un gilet de sauvetage, il y avait les gilets de sauvetage gonflables caoutchoutés, ceux auxquels nous sommes peut-être plus habitués aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on les appelait souvent des Mae West. Cependant, ceux-ci étaient principalement réservés aux membres d'équipage aérien, et en tant que membre d'équipage à bord d'un navire, il y a de fortes chances que vous ayez un gilet de sauvetage rempli de capoc. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'agissait souvent d'un gilet en liège, et sur un navire marchand durant la Seconde Guerre mondiale, il pouvait en rester. Mais dans les deux cas, liège ou capoc, ils sont exposés au même danger à long terme si vous survivez aussi longtemps. En somme, le tableau paraît assez sombre. Quelles sont vos chances de survie en supposant que vous ayez réussi d'une manière ou d'une autre à arriver au bout de cette liste? Eh bien, votre première et meilleure chance de survie sera que votre navire ait coulé au milieu de navires alliés. Disons qu'il a été bombardé ou torpillé. En supposant que vous ayez réussi à survivre aux premières minutes, alors vos alliés vont probablement mettre des canaux à l'eau et venir eux-mêmes avec leur propre navire pour essayer de vous repêcher, ce qui est globalement une bonne chose. Cependant, si vous coulez en plein milieu d'une bataille, il se peut que vous deviez être laissé derrière parce qu'il n'y a pas d'autre choix, la bataille étant toujours en cours, ou bien si vous avez été projeté par-dessus bord avant que votre navire ne coule, votre navire pourrait encore s'éloigner en essayant de survivre, comme ce fut le cas pour certains survivants de l'United States Ship Franklin. Ou bien votre navire a peut-être explosé de façon si spectaculaire que tout le monde conclut que vous devez tous être morts, comme avec le United States Ship Juno. Donc, avoir des navires alliés dans la zone n'est pas exactement une garantie de survie, mais avec un peu de chance, vous ou d'autres survivants dans l'eau auraient réussi à emporter quelque chose comme un pistolet lance-fusée, généralement appelé à l'époque un pistolet Very à cause du fabricant, et vous pouvez l'utiliser pour attirer l'attention, évidemment. Et si vous n'en avez pas, essayez de faire autre chose pour attirer l'attention, que ce soit faire des éclaboussures, utiliser des objets réfléchissants, comme des miroirs ou un sifflet si jamais vous en avez un. À ce stade, il est conseillé de trouver le maître d'équipage si possible. Donc, si vous n'avez pas de navires alliés dans la zone, votre meilleure chance, c'est en fait l'ennemi. Parce qu'une fois que votre navire a coulé, en supposant que c'est le seul navire ennemi dans la zone, la plupart du temps, sauf si vous combattez les Japonais, mais si vous combattez presque n'importe qui d'autre, la plupart du temps, le navire ennemi essaiera en fait de vous sauver parce que l'ennemi de tout marin, c'est la mer. Et il y a ce lien de fraternité, même si vous vous tiriez dessus il y a quelques instants. De plus, de façon plus prosaïque, en tant que militaire ennemi, vous pourriez avoir des informations qui leur sont précieuses, donc ils ont un double intérêt à vous sortir de l'eau. C'est par exemple ainsi que les survivants du His Majesty's Ship Glowworm ont réussi à rester en vie, parce que l'amiral Hipper les a récupérés. Et à l'inverse, lorsque le Scharnhorst a coulé, les rares survivants qui ont eu la chance de survivre aux eaux arctiques ont été récupérés par les navires britanniques qui avaient envoyé le Scharnhorst par le fond. Ensuite, dans la liste des choses qui pourraient vous sauver la vie, il y aurait les avions alliés. Maintenant, c'est quelque chose qui était peut-être plus probable pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la Première, mais malgré tout, les hydravions et autres appareils du genre, s'ils viennent et vous repèrent, peuvent soit larguer des vivres, et que ce soit des hydravions ou des avions classiques, ils peuvent faire cela. Ou si l'état de la mer est suffisamment calme et que l'avion n'est pas complètement surchargé, alors bien souvent le commandant d'un hydravion pourrait bien amérir et vous récupérer de cette façon. Donc des appareils comme les Catalinas, les Short Sunderland, ou si vous êtes allemand, un avion Blohm & Voss, serait généralement une vision très bienvenue. Et même si ce ne sont pas des hydravions, comme nous l'avons dit, ils pourraient vous larguer des vivres. Et s'ils n'ont rien à vous larguer, s'ils vous repèrent, ils peuvent au moins diriger un autre navire allié pour venir vous chercher. Et c'est là que se trouve votre prochaine meilleure chance de survie.
des navires alliés qui n'étaient pas dans votre formation, mais qui pourraient venir chercher soit votre navire, soit des survivants. Honnêtement, au-delà de ça, c'est vraiment une question de chance. Si vous n'êtes pas récupéré par l'une de ces catégories, ce sera une question de essayer de dériver en espérant croiser un navire marchand au hasard ou d'être rejeté sur le rivage. Ce ne sont pas des chances particulièrement élevées, mais ce sont des chances qui ont sauvé quelques personnes au cours des deux conflits. Voilà donc à peu près ce que vous pouvez faire et ce à quoi vous pouvez espérer si vous vous retrouvez seul ou en petit groupe en mer. Mais qu'en est-il si vous pouvez obtenir une forme de flottaison qui ne dépend pas uniquement de vous? Eh bien, vous avez maintenant quelques options supplémentaires. L'une des choses les plus évidentes pourrait être un débris flottant provenant de votre navire. Si ça flotte, alors vous pouvez vous y accrocher et cela vous permettra, espérons-le, de rester au moins un peu à la surface. Je veux dire, un petit morceau de bois ou quelque chose du genre pourrait vous aider à rester à flot, ce qui signifie que vous aurez besoin de moins d'énergie. Et si le temps est relativement clément, en gardant une plus grande partie de votre corps hors de l'eau, cela permet au soleil de vous réchauffer davantage, ce qui augmente votre longévité compte tenu de la température de l'eau. Et si c'est un morceau plus conséquent, comme une porte ou quelque chose de ce genre, s'il y a des portes en bois sur votre navire, ou un débris flottant de taille similaire, alors évidemment, vous pourriez réussir à vous hisser partiellement ou complètement hors de l'eau, ce qui, encore une fois, vous aidera à économiser de l'énergie. L'autre option, c'est ce qu'on appelait à l'époque le flotteur Kali. Maintenant, le flotteur Kali ou quelque chose de similaire était assez répandu à bord des navires de guerre. Ces flotteurs Kali sont vraiment de petites inventions merveilleuses. Ils peuvent notre ressembler extérieurement à un canot pneumatique, mais en réalité, ils sont bien plus durables et il y a une raison pour laquelle les navires de guerre ont tendance à en transporter. Ils sont plus susceptibles de préserver la vie de l'équipage en cas de naufrage, contrairement aux embarcations du navire qui, comme nous l'avons mentionné, avaient tendance à être en morceaux et en feu au moment où le navire coulait. Un flotteur Kali est bien plus qu'un simple canot pneumatique. Il est en réalité constitué d'un tube métallique, entouré, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, de capote ou de liège, puis enveloppé dans de la toile. Comme il peut se permettre d'être un peu plus rigide, cette toile est généralement imperméable, souvent grâce à de la peinture ou un matériau similaire. À l'intérieur du flotteur Kali, on trouve généralement des lattes de bois, peut-être une toile ou les deux, ainsi qu'une boîte de provisions. Tout cela est très important car cela signifie que le flotteur Kali est aussi stable à l'envers qu'à l'endroit, même si la façon de déterminer quel est le bon côté reste discutable. Ils sont également divisés en sections individuelles, en gros de petites cloisons, ce qui les rend pratiquement impossibles à couler à moins de les cribler de balles à la mitrailleuse, ce qui est très pratique. Évidemment, s'il s'agissait simplement de canots pneumatiques, ils pourraient être facilement percés, mais un flotteur Kali situé à 3 mètres d'un obus qui explose pourrait être criblé d'éclats, tout en restant parfaitement utilisable comme dispositif de flottaison. Et cela parce que, comme nous l'avons dit, la toile est totalement imperméable, le capote et le liège sont flottants, et tant qu'il n'y a pas de trou dans la toile, cela restera ainsi. Bien sûr, le tube, qu'il soit en acier, en cuivre ou en tout autre métal utilisé à l'intérieur, est creux et sera donc également flottant et relativement solide. Et grâce aux petites cloisons à l'intérieur, même s'il est partiellement percé par des éclats ou autres, cette section pourrait finir par se remplir et devenir négativement flottante, un peu comme un gilet de sauvetage de l'époque, mais cela ne fera pas couler le flotteur Kali, sauf, comme nous l'avons dit, s'il a été complètement criblé. Parce que cette contamination sera limitée à une seule section. Si vous avez la chance d'être à bord de l'un de ces engins dès le début, ou d'en trouver un qui flotte, avec ou sans personne, et que vous réussissez à monter à bord, alors vous êtes chanceux. Cette boîte de provisions contiendra de la nourriture très utile et de l'eau essentielle, car même si vous êtes dans l'océan, il ne faut pas la boire. Le corps humain ne survit pas longtemps sans eau, donc l'eau douce est un vrai atout. Équipement de survie. Trousse de premiers secours, couverture, bâche, etc.
Tout cela peut vous aider à survivre beaucoup plus longtemps en vous gardant au chaud. Dans la plupart des mers, souvent froides, et dans les environnements très chauds, installez la bâche au-dessus du radeau Kali pour créer de l'ombre, car paradoxalement, vous risquez de mourir d'un coup de chaleur ou d'exposition. Sinon, la bâche peut aussi recueillir l'eau de pluie pour reconstituer vos réserves si vous manquez d'eau. En général, la boîte de survie contient aussi une fusée de détresse, un pistolet lance-fusée, un miroir ou, avec un peu de chance, une radio à courte portée pour appeler à l'aide. Au moment opportun et si vous tombez sur un radeau Kali déjà complètement plein, vous pouvez quand même profiter de certaines choses à bord, même si vous ne pouvez pas monter dessus, car il y a des cordes autour du radeau, ce qui signifie que même si vous ne pouvez pas sortir de l'eau, vous pouvez au moins vous accrocher et ainsi économiser votre énergie. Dans de nombreux cas de naufrage, des systèmes étaient mis en place par les officiers ou membres d'équipage jouant les chefs pour faire alterner les personnes à bord du radeau ou du flotteur afin de sauver un maximum de vies. Par exemple, un radeau pouvait accueillir 30 personnes avec des tailles variant de 8 à 50 places. Supposons que vous disposiez d'un radeau de 30 places, alors. Si vous avez 40 hommes, alors vous pourriez adopter un système où 10 hommes restent dans l'eau, puis après 4 heures, ils remontent et les 10 hommes les plus frais vont dans l'eau et ainsi de suite, de façon à garder tout le monde à flot et à ce que personne ne passe trop de temps dans l'eau. Évidemment, cela fonctionne beaucoup mieux dans une eau où l'on peut réellement survivre pendant 4 heures, plutôt que dans les latitudes plus nordiques ou plus australes. Et grâce à la construction relativement complexe d'un radeau Kali, avec tout le métal, la toile, les câbles et les cordes qui flottent à l'intérieur, ainsi que l'équipement de survie, si vous vous retrouvez seul ou en petit groupe dans l'un de ces radeaux et que vous n'avez pas été secouru pendant de nombreux jours, voire des semaines, vous pouvez même cannibaliser des parties du radeau pour fabriquer des équipements de pêche, ce qui a été fait par plusieurs survivants dans certains cas, ce qui pourrait potentiellement vous permettre de tenir des semaines, voire des mois, si vous avez de la chance, et cela s'est déjà produit, c'est peu probable, mais cela arrive, donc il y a toujours de l'espoir. En supposant que vous parveniez à une forme de flottaison, vos chances de survie augmentent essentiellement parce que vous vous donnez plus de temps. Mais dans l'ensemble, vos méthodes de sauvetage restent à peu près les mêmes que celles décrites précédemment, avec la seule réserve que si vous parvenez à monter à bord d'un grand radeau ou, comme nous l'avons dit, d'une chaloupe miraculeusement survivante, il existe également une petite possibilité que vous puissiez diriger votre propre trajectoire. Vers quelque part en naviguant grâce au soleil et aux étoiles, peut-être à la voile, peut-être en installant la bâche ou quelque chose du genre, auquel cas vous pourriez réussir à atteindre la terre ferme, mais c'est un événement assez rare, donc je ne compterai pas forcément là-dessus. Et donc, en somme, voilà un bref résumé des principaux dangers et problèmes, ainsi que des rares choses que vous pouvez faire pour essayer de les surmonter, qui pourraient vous arriver si jamais vous vous trouvez à bord d'un navire en train de couler pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Comme vous pouvez l'imaginer, les chances de survie dans ces circonstances ne sont pas particulièrement élevées, à moins d'être secouru dans les 10 à 15 premières minutes, voire une demi-heure selon les conditions météorologiques et la température de la mer. La survie n'est tout simplement pas très bonne. C'est un fait dur et froid que les humains ne sont pas faits pour passer de longues périodes dans l'océan, encore moins de façon involontaire et soudaine, avec un minimum de ressources. Et malheureusement, un nombre important d'hommes qui parvenaient physiquement à quitter leur navire lorsqu'ils coulaient succombaient soit aux éléments, soit à l'aspiration lorsque le navire sombrait, soit à une explosion si le navire explosait, ou à l'un des autres dangers environnementaux que nous avons déjà décrits, y compris ces vilaines nappes d'huile en feu. Donc oui, ce n'est certainement pas une partie de plaisir, ce n'est vraiment pas quelque chose que vous voudriez vivre. Mais si cela vous arrivait, ce serait en gros la façon dont vous essaieriez de vous en sortir. Et qui sait si par un pur hasard, un ou plusieurs d'entre vous se retrouvaient à bord d'un navire qui se dirige involontairement vers le fond de l'océan. Eh bien, je ne peux pas m'attendre à ce que vous vous souveniez de près de 50 minutes de vidéo, mais en bref résumé.
si vous n'arrivez pas à monter immédiatement dans un bateau ou un radeau et que vous vous retrouvez obligé d'entrer dans l'eau. Assurez-vous de ne pas être trop chargé avec des vêtements lourds. Assurez-vous d'avoir votre gilet de sauvetage ou votre bouée de sauvetage sur vous. Et faites attention en entrant dans l'eau, pour éviter à la fois les parties du navire, les débris et les personnes dans l'eau. Une fois dans l'eau, évitez à tout prix toute nappe d'huile, de carburant ou d'autres liquides qui pourraient s'échapper du navire. Éloignez-vous du navire aussi vite que possible, mais ne vous épuisez pas inutilement. Après vous être éloigné du navire, essayez de signaler votre présence pour obtenir de l'aide ou trouver d'autres survivants, un autre canot ou quelque chose auquel vous joindre. Si vous ne pouvez pas faire cela, essayez de trouver des débris et si tout échoue, essayez de rester aussi calme que possible. Restez aussi immobile que possible. Conservez votre énergie autant que possible. Surveillez l'arrivée des secours et, avec un peu de chance, vous pourriez survivre. Maintenant, cela étant dit, comme nous l'avons mentionné pendant la vidéo, il existe des cours de survie en mer auxquels vous aurez peut-être participé si vous avez servi sur un navire, qu'il soit marchand ou militaire. À un moment donné, vous aurez suivi ce type de formation. Donc, si quelqu'un parmi vous a suivi l'un de ces cours, et je sais qu'il y a un nombre raisonnable d'abonnés qui servent ou ont servi à bord de navires, si vous regardez cette vidéo et que vous avez d'autres conseils ou astuces à partager ou des anecdotes à raconter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Car même si ceci est une chaîne d'histoire, le simple fait est que, comme nous l'avons dit, malheureusement, cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouve à bord d'un bateau par malchance. Donc, plus il y a d'informations partagées, mieux c'est. Et j'ai hâte de lire certains de ces commentaires. Cela étant dit, concluons cette vidéo par quelques instants de souvenirs pour ceux qui ont fait de leur mieux pour quitter un navire en train de couler, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas eu la chance de rentrer chez eux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez vos commentaires ou suggestions de navires dans les commentaires ci-dessus. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.